les gars veulent libérer l'Afrique. C'est-à-dire que ça représente une décision internationale. Il faudrait que l'international constate la position du gouvernement. La récréation est terminée. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver en direct pour cette autre édition de La Palabre intellectuelle. Russie, réélection de Vladimir Poutine. Un pied de nez à l'Occident, ce sera l'interrogation. Rappelez qu'il y a un peu plus de 2 heures maintenant que la Commission électorale centrale de Russie a annoncé les résultats quasi définitifs de la présidentielle du week-end. Après un décompte de 99,8% des votes, Vladimir Poutine arrive largement en tête avec 76,67% des suffrages, soit 56 200 000 voix. La Commission affirme que le scrutin a été largement ouvert avec de nombreuses possibilités pour toute personne intéressée de superviser l'élection sous toutes ses formes. Selon de nombreux analystes, l'homme qui vient d'être réélu au Kremlin est depuis de nombreuses années le dernier rempart contre une polarisation du monde autour d'un paradigme géopolitique au service de Washington, un ordre mondial pernicieux créé de toutes pièces par les puissances obscures, les puissances de l'argent, pourfendeurs de la violence illégitime. Le maintien au Kremlin de Vladimir Poutine met ainsi fin, selon plusieurs observateurs, au dernier songe même qui, depuis Washington, Paris ou encore Londres, croyait encore en un succès total d'une calligraphie occidentale sur le Moyen-Orient, en Afrique ou partout ailleurs. Il est évident que les 6 prochaines années serviront à la stabilisation de la Syrie et au maintien de son président Bachar al-Assad, un échec de l'Occident qui est souvent soupçonné d'être à l'origine même de ce printemps syrien n'a jamais caché son ambition d'une nouvelle Syrie sous un pouvoir qui regarderait bien sûr avec intérêt l'Occident. Mesdames et messieurs, merci donc de nous retrouver en direct et rappeler que nous allons également dans cette autre édition nous intéresser à la Guinée équatoriale et à cet hommage qui a été rendu à ces hommes-là qui ont valablement défendu la République alors qu'elle était attaquée par des bandes armées traversant des frontières et qui avaient pour ambition de s'aimer le chaos et de mettre fin et de causer un coup d'État dans le pays. Nous allons également donc nous interroger au moment où ces éléments, ces officiers des forces de défense et de sécurité de la Guinée équatoriale ont été honorés, décorés par le président Teodoro Obiang Nguema Mbazogo. Mesdames et messieurs, merci donc de nous retrouver en direct. Voilà, merci de nous retrouver en direct une fois de plus, mesdames et messieurs, sur le plateau de La Palabre intellectuelle. C'est la toute première édition de la semaine et la formule ne change pas. Nous avons un invité sur le plateau pour commenter les 2 faits marquants de l'actualité. Nous avons également la rédaction de la télévision panafricaine qui nous accompagne en nous apportant des éléments de précision autour de ces faits marquants. Et vous, très chers téléspectateurs, vous êtes bien sûr à la maison et vous nous retrouverez au téléphone également pour contribuer au développement et à la compréhension de ces différents faits qui ont dominé l'actualité en ce jour sur le continent africain. Et je vous le disais tout à l'heure, nous allons particulièrement nous intéresser à la Russie où Vladimir Poutine a été réélu à la tête du pays, ce qui bien sûr change ou alors ne crée pas de surprise dans la configuration de l'échiquier géopolitique international. Pour d'aucuns, si Vladimir Poutine n'était plus en place au Kremlin, cela aurait beaucoup changé dans un certain nombre de foyers géopolitiques, notamment en Syrie où la Russie, où Bachar al-Assad tient ferme grâce au soutien de Moscou. Les groupes terroristes se sont littéralement anéantis. La stabilisation du pays n'est plus très loin. En Afrique également, cela aurait changé si jamais ce n'était plus Vladimir Poutine, parce qu'effectivement la Russie est désormais engagée au Sahel. La Russie s'engage également auprès d'un certain nombre d'États africains pour les accompagner autour de grands enjeux tels que l'électrification. On peut citer ici le Soudan, on peut citer le Nigeria ou encore l'Égypte. Et ceci me permet tout naturellement d'introduire notre invité sur ce plateau, Jean Guem. Une fois de plus, vous êtes avec nous sur le plateau de La Palabre intellectuelle. Merci de nous retrouver en direct. Alors à chaud, quand vous avez appris cette réélection de Vladimir Poutine, est-ce que cela vous a donné un petit sourire?
Pas seulement un petit sourire, merci beaucoup. Je salue les téléspectateurs, je vous salue, toute l'équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Pas seulement un petit sourire, mais un grand sourire, parce que nous avions besoin d'une force qui permet quand même d'apporter l'équilibre au plan international, au plan géopolitique, comme vous l'avez très bien dit. Et c'est la Russie qui a toujours joué ce rôle-là. Que ce soit dans le passé, et aujourd'hui, nous avons besoin d'une présence russe qui soit forte au plan militaire, au plan géopolitique international, de manière à ce que seuls les Américains ne jouent pas avec insolence comme ils l'ont fait dans le passé, dans une période du monde unipolaire, c'est-à-dire entre 89 et les années 2000, ils ont géré le monde avec insolence. Donc aujourd'hui, le retour de la Russie est une grande chose. D'une part et d'autre part, la Russie c'est un grand peuple, ça ne date pas d'aujourd'hui, on va y revenir tout à l'heure. Donc merci beaucoup, ça a été pour moi un très 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 grand sourire, je ne vous le cache pas. Alors on y reviendra tout à l'heure et rappelez que vous à la maison, vous pouvez nous retrouver déjà sur le plateau pour commenter cette réélection de Vladimir Poutine à la tête de la Russie. Alors que vous inspire tout cela? Et rappelez qu'il y a une véritable offensive russe en ce moment sur le continent africain. Récemment, on en parlait d'ailleurs sur ce plateau, on commentait longuement l'engagement de la Russie dans la stabilisation de la République centrafricaine. La Russie qui a négocié début décembre et obtenu d'ailleurs une levée partielle d'embargo pour pouvoir donc livrer des armes à la RCA. Et rappelez qu'elle a également obtenu auprès des Nations Unies une autorisation donc de livraison d'armes à l'armée centrafricaine et de formation des éléments des FACA qui sont les forces de défense centrafricaine, le tout pour qu'il y ait suffisamment de moyens pour le président Faustin Archange Touadéra dans la reconquête des parties de son territoire qui sont aujourd'hui occupées par les groupes armés. Oui, c'est vrai. Il faut remarquer que au moment où la Russie a disparu de l'Afrique, alors qu'elle était présente avant, et on voit bien évidemment que la Russie n'a jamais eu, je dirais, le moindre désir de vouloir coloniser ou être impérialiste en Afrique. La Russie a toujours souhaité des coopérations avec les pays africains. Premièrement. Deuxièmement, ce qu'il faut remarquer, c'est que nous voyons très bien le résultat des Occidentaux dans le Sahel. Le résultat est là. Et en République centrafricaine, vous l'avez dit tout à l'heure, ça n'a donné rien du tout depuis qu'ils sont présents. Voilà. Donc, la Russie arrive. Et je pense que la présence de la Russie est très importante. Ça apporte de la stabilité. Ça permet également de faire en sorte que la Russie apporte un vent nouveau. La Russie apporte autre chose. Et je souligne au passage, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que la Russie n'intervient pas là-bas gratuitement, comme l'ont fait les Occidentaux en Libye. La Russie a intervenu, je dirais, sur autorisation de l'ONU. La Russie a fait lever l'embargo, une partie de l'embargo, donc levé partiel de l'embargo, après avoir obtenu l'autorisation de l'ONU. La Russie a envoyé les instructeurs avec l'autorisation de l'ONU. Donc à partir de ce moment-là, c'est tout à fait une intervention légale. Une intervention légale qui est nécessaire pour la stabilité de cette région en Afrique. Il vaut mieux que nous ayons des interlocuteurs, des pôles puissants qui interviennent et avec lesquels nous pouvons effectivement diversifier nos relations. Cela dit, je pense quand même que le problème de la République centrafricaine, comme d'autres conflits, relève tout simplement, je dirais, de notre souveraineté. C'est à nous, Africains, de régler ce problème, particulièrement en Afrique centrale, tout en souhaitant, bien évidemment, un accompagnement de la Russie. On en a besoin. Mais c'est à nous, pays d'Afrique centrale, d'apporter des solutions qu'il faut pour nos problèmes basés en Afrique centrale. L'Union africaine s'est réunie dernièrement. Je pense qu'ils y pensent quand même à apporter des solutions. Ça devient plus que urgent. Donc, pour moi, la présence de la Russie, c'est une bonne chose. Ça apporte la stabilité. Ça apporte effectivement, ça fait en sorte que les autres qui sont là depuis très longtemps, on voit les résultats. Donc, c'était normal. C'était normal. Et on s'attendait à au moins 70% des suffrages valablement exprimés pour Vladimir Poutine. On en est allé largement au-delà, 76,67% des suffrages exprimés, soit, je vous le disais tout à l'heure, 56 200 000 voix pour le président russe. Alors, êtes-vous également surpris de voir un tel plébiscite? Parce qu'il est évident, il est clair, vu le niveau de popularité, vu la notoriété du président russe, qu'il allait remporter cette élection. Mais on ne s'attendait pas à ce que cela soit avec le chiffre que je viens de prononcer, c'est-à-dire 76,67%. Mais on ne s'attendait pas, mais on se doutait quand même que le chiffre va être élevé. Cette réélection de M. Poutine est caractérisée par... Il y a deux points caractéristiques. Il y a premièrement le taux très élevé, 76,67% ont voté oui pour cet homme.
Premièrement. Deuxièmement, le pourcentage des participants au vote est très élevé aussi. C'est de 67%, c'est très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Russie avait besoin de retrouver sa grandeur au plan international. C'était un grand pays. C'est quand même un pays qui couvre une superficie de 17 millions de kilomètres carrés, avec 146 millions d'habitants. C'est un pays qui a toujours joué un rôle, que ce soit dans l'ancienne Russie des tsars ou dans la Russie qui s'est retrouvée dans l'Union soviétique entre les années la révolution bolchéviste en 1929 et jusqu'en 1989 quand le mur de Berlin s'est écroulé et que l'Union soviétique s'est écroulée avec les pays de l'Est, mais la Russie n'a plus joué son rôle. Que la Russie vienne aujourd'hui, c'est normal. Et je remarque quand même que même si, regardez très bien, si on recommençait une nouvelle élection, moi je suis convaincu que les Russes vont encore élire massivement parce que cet homme a permis quand même à son peuple de retrouver sa grandeur au plan national. Sa grandeur à la fois géopolitique, sa grandeur à la fois militaire aussi. Et de faire face aux agressions impérialistes qui venaient en permanence, surtout du côté de Washington. Donc je pense que même s'il y a des difficultés au plan économique et social à l'intérieur, parce qu'il ne faut pas oublier que ces difficultés, c'est suite aux embargos qui ont été quand même faits sur la Russie. Mais ce peuple-là a fait son choix. Et en plus, il faut rajouter que non seulement il a des succès, il repositionne son peuple au plan international, mais à l'intérieur également, ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple russe, c'est un peuple qui veut de la dignité, comme tout peuple. Donc aujourd'hui, ils aiment bien ce monsieur parce que ce monsieur a permis à son pays de se redorer le blason au plan international. Alors une très très grande fierté, une fierté dont les Russes, que les Russes savourent. On peut d'ailleurs le voir, on l'a vu tout au long de la campagne présidentielle dans le pays. On va rapidement aller au standard avec ce téléspectateur qui nous retrouve à l'instant. Bonsoir à vous, merci de nous retrouver en direct. Alors que vous inspire cette réélection de Vladimir Poutine à la tête de la Russie? Oui, bonsoir Fatis Dom et tout le reste des panélistes qui sont sur le plateau d'Afrique Média. Bonsoir. Bonsoir. Je me présente d'abord, c'est chez vous. Vous avez depuis Nanga et beaucoup, au Cameroun. Oui. Et vraiment, la réaction de M. Poutine, c'est vraiment, d'une autre manière, une fierté pour nous les Africains, pour démontrer vraiment, ça démontre le soutien du peuple par rapport aux élections qu'on voit aux États-Unis. Aux États-Unis, même, il n'y a pas la démocratie par rapport à ce qu'ils nous disent que la démocratie. Aux États-Unis, il n'y a pas la démocratie. C'est les grands électeurs qui élisent le président. Donc, ils nous laissent tranquilles avec tous ces genres de manœuvres politiques. Et par rapport aussi à la venue des Russes en Centrafrique, c'est un grand bien pour nous Africains, pour nous peuples africains par rapport à ce que la France a fait. Parce que la France pille et détruit tout le pays. C'est eux qui arment les rebelles, c'est eux qui font ceci, les anti-Balaka, tout ça, ce sont ceux qui sont derrière, qui nous laissent tranquilles. Nous, on en a marre de ces Français qui n'ont qu'à plier bagage et rentrer chez eux. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci beaucoup si j'ai quelque chose à dire. Et je voulais, pardon, M. Patrice, je voulais prendre les nouvelles de Jean de Dieu ici, pardon. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette intervention. Et votre requête a été donc transmise à la rédaction de la télévision panafricaine. Vous serez informé le moment venu. On va rapidement prendre Pasteur Soa qui nous retrouve à l'instant. Malheureusement, Pasteur Soa n'est plus connecté. On va prendre un autre appelant qui arrive à l'instant au standard. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, Guy. C'est Michel. Oui, Michel, vous êtes en Côte d'Ivoire. Merci de nous retrouver en direct. Oui. Bon, Guy, je rappelais à votre invité que ce n'est pas seulement la Russie qui prend soin de s'entourer du mandat de l'ONU pour intervenir. Même quand les Occidentaux sont intervenus en Libye, c'est avec l'aval de l'ONU. Même chez en Côte d'Ivoire, c'est avec l'aval de l'ONU qui sont intervenus. Donc ce n'est pas une exclusivité de la Russie. Bon, c'était cette mise de quoi que je voulais faire. Bon, quant à l'élection de M. Poutine, je pense que c'est une entorse à la démocratie. C'est un dictateur. Il a pris soin d'éliminer les candidats qui pouvaient lui créer des problèmes. Et les partis d'élection avec des candidats fantoches qu'il a portés avec sans péril, sans gloire.
Ça, c'est pas. C'est une victoire à la Pyrrhus. Et c'est ce que le président égyptien Al-Sisi est en train de faire. Il est en train d'éliminer tous les candidats valables pour aller faire aux élections. Et lui-même, il choisit ses adversaires. C'est ce qu'il a fait. C'est un mauvais exemple pour la démocratie. Lui et le président, comment ça s'appelle, égyptien, c'est ce qu'ils font. Les Chinois aussi, c'est ce qu'ils font. C'est la dictature. Ils prennent soin d'éliminer les candidats valables. Ça, c'est un score, comme on le dit à la soviétique, un score stalinien. Donc, ils sont favorables. Je voulais dire que c'est une habitude de ce pays. Poutine ne fait que perpétuer l'œuvre de Staline. Donc, c'est une élection qui ne surprend personne, puisqu'il n'y avait pas de candidat valable en face de lui. Et c'est ce que le président égyptien est en train de faire. Il peut le faire d'éliminer tous les candidats valables. Ce n'est pas démocratique. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci à vous, Michel, depuis la Côte d'Ivoire, pour votre intervention au standard de la télévision panafricaine. On y reviendra très certainement dessus tout à l'heure. Vous avez tout à l'heure dit qu'à chaque intervention d'une puissance, il y a toujours eu un accord, il y a toujours eu une résolution votée aux Nations Unies ou alors au sein d'une institution. On va voir tout cela tout à l'heure. Le temps d'abord de prendre cet autre appelant. Niamba Etienne, je crois, vous êtes en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Niamba Etienne, est-ce que vous nous recevez? Nous vous écoutons. Malheureusement, quelques difficultés. Pasteur Soie, vous êtes là, bonsoir. Ouais, bonsoir. Oui? Ouais, bonsoir, Guy Fondom. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Oui? Ouais, Guy Fondom, je salue ton invité ce soir. Oui, bonsoir. Et il faut dire que Guy Fondom, c'est une grâce encore ce soir d'être là. Guy Fondom, avec tout ce qui se passe, vous avez les salutations d'abord de la coordination FPI en exil qui est dirigée par le ministre Émile Giroud avec son adjoint Damana Pikassa et Kone Katina et le ministre Kofi Lazare. Il me dit de vous transmettre également les salutations parce que vous faites un travail vraiment très remarquable. Merci, maintenant, merci beaucoup. Guy Fondom, il faut écouter quelque chose. Il y a un monsieur, un président qui avait dit, il s'appelle Samora Machel. Il a dit le jour où vous verrez les blancs me glorifier, dire beaucoup de choses sur moi, m'aimer, c'est que ce jour-là, moi Samora, je vous ai trahi. Je vais dire quoi? Guy Fondom. Aucune personne ne pourra aimer l'élection de Poutine. Aucune personne qui soit occidentale ou américaine ne peut apprécier ou aimer l'élection, comme dirais-je, de Vladimir Poutine. Pourquoi? Parce que Vladimir Poutine aujourd'hui n'est pas en guerre avec le monde. Mais Vladimir Poutine demande une vérité, une justice et la part des choses, de sorte de pouvoir équilibrer les choses. La première année, vous voyez la Centrafrique. La Centrafrique est dans un état d'épave. L'état d'épave qui explique comme si une voiture avait fait un accident dont on ne peut plus récupérer la voiture. Donc la Centrafrique est dans cet état. Donc, Afrique, la Russie étant humain et humanitaire, voit et dit il faut que eux maintenant ils soient au point et ils soient devant, de sorte de pouvoir également venir vers les Africains et les aider parce que la France, les Américains, que ce soit l'Allemagne, que ce soit les Anglais, ont trop fait. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent plus laisser l'Afrique mourir. La première année, vous voyez la Syrie. Donc nous saluons d'abord les élections de Vladimir Poutine. Mon ami Michel de la Côte d'Ivoire, je vais le saluer. Je voulais simplement lui dire, Michel, je te salue, c'est passé ce soir. Vladimir Poutine n'est pas un dictateur. La démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est un jeu. La démocratie également, c'est mettre en fait
et diriger également ensemble. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Donc, ce que tu as dit, bon, c'est ta pensée, mais tu dois comprendre aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Le monde est en train de se gérer. Et si le monde est en train de se gérer, on doit comprendre beaucoup de choses. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes idées ou on n'a pas les mêmes pensées qu'on va traiter d'islamiste. J'ai un frère, je t'aime très bien, et je n'ai pas grand chose à te dire, mais je te dis que vraiment, je te salue. Donc, Guy Fondom, je voulais simplement dire qu'au stade où nous sommes arrivés, il a fallu vraiment un Vladimir Poutine pour le monde. Vladimir Poutine n'est pas Dieu, mais Vladimir Poutine, Dieu passe par lui pour régler certaines situations. Et nous voulons également dire pourquoi l'Europe, pourquoi l'Occident est en deuil parce que Vladimir Poutine a gagné les élections. Il y a un problème. Et cette question, je pose ça à ton invité sur le plateau. Est-ce qu'il pourrait réellement nous expliquer quels sont les enjeux, quelle est la géopolitique, qu'est-ce qui se passe, pourquoi la France, l'Europe est en deuil, est traumatisée par les élections d'un pays qui n'est même pas leur pays, et ça devient un problème, et il faut des sujets, jusqu'à même la télévision France 24, un journaliste a dit que le tout-puissant président Vladimir Poutine a gagné les élections. Regardez, donc le monde est traumatisé. Donc, je pense que l'invité pourra aussi nous expliquer matin. Donc, mon frère Guy Fondom, je ne vais pas trop durer sur ça, parce que c'est une victoire qui est déjà acquise. Je vais parler un peu de la Guinée équatoriale. Je vais parler un peu de la Guinée équatoriale. Pourquoi je vais parler de la Guinée équatoriale? Je parle de la Guinée équatoriale parce que le président est bien également en train de décorer également ceux-là, les soldats qui ont combattu et qui ont sauvé, Dieu est passé par eux pour sauver également la Guinée équatoriale dans le mois de décembre. C'est vrai, c'est bien. Mais je vais aussi dire au président, au bien également, d'aller plus loin que ça. Je vais m'expliquer. Je pense que le matin, j'avais déjà parlé de ça. J'ai dit de prendre l'exemple du président rwandais. En 2007, le président rwandais, il y a eu un problème qui s'est passé entre lui et la France. Et la France voulait également mettre des problèmes sur lui par rapport au génocide. Mais il n'est pas allé loin. Il y a des personnes qui ont dit que ce qui n'est pas pour l'homme pas. Il a coupé les relations diplomatiques avec la France. Et à cette époque, comme Madou Koulibaly en son temps, en 2007, il avait même proposé même cela à Laurent Gbagbo, de couper les relations diplomatiques avec la France, de faire comme le Rwanda. Mais Laurent Gbagbo avait dit non, je ne pouvais pas le faire parce que la France était notre ami. Vous voyez. Mais aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, parce qu'il y a un Français dedans. Et Keshida le disait tout à l'heure sur le plateau, que la France, les coups d'État qui se passent en Afrique ici, la France, elle est toute au courant. Donc la France, elle n'est pas ignorée de ça. Donc la France, si cet homme est parti, mais qui lui donne les moyens? Donc c'est la France qui a piloté cela. Donc logiquement, il doit également prendre des responsabilités draconiennes et arrêter tout ce qui, mais boycotter tout ce qui est produit français et même couper même les relations diplomatiques avec la France parce que même arrêter le français, je ne même plus parler le français en Guinée équatoriale parce que la Guinée équatoriale n'est pas un pays français, n'est pas une colonie française, mais elle peut être une colonie espagnole. Qu'est-ce qui se passe? Donc voici le problème. Donc, leur objectif, c'est d'enlever au bien au pouvoir, ce n'est pas de le maintenir là. Donc trop de diplomatie, ça tue la diplomatie. Merci. Oui, nous vous écoutons, Pasteur Soa. Poursuivez. Oui. Merci. Donc, Guy Fondom, je voulais également dire que voici, quand la Russie dit, on dit que la Russie dit se préoccuper par la situation sécuritaire de l'Afrique. Je ne parle pas seulement d'Israël. C'est une occasion, c'est une récupération. Il faut qu'on s'approprie également de l'arrivée de la Russie, de sorte que l'Afrique ne soit pas chaque fois humiliée. Guy Fondom, je suis pasteur. Mais les gens sont étonnés que j'appelle ça Afrique Média et je parle de la politique. Mais Guy Fondom, si je ne parle pas de la politique va parler de moi. Parce qu'en tant que pasteur ici, l'éducateur, j'enseigne la morale. Et j'enseigne la parole, j'enseigne la Bible. Et il est important pour moi qu'il y ait une stabilité pour que moi je puisse faire des missions, aller au Cameroun, aller partout. Moi, le pasteur que je suis, je n'ai pas mon prix à part, et celui qui n'est pas passé n'a pas son prix à part. Donc il est important que je m'implique dans cette politique, de sorte que les choses soient réglées. Guy Fondom, je vais m'arrêter là pour dire que les temps et les jours,
l'Afrique doit accepter cette révolution. Parce que tant qu'on ne rentre pas dans cette révolution et qu'on pense qu'on est tout le temps les sous-hommes, c'est très compliqué pour nous. C'est quoi? Il y a quelqu'un qui est en train de pousser également notre énergie, qui est en train de nous galvaniser, qui est la Russie. Il faudrait qu'on accepte également la Russie parce que trop c'est trop. Tout à l'heure, le doyen Mugabe, il parlait, ça nous fait pleurer. Il a dit c'est une honte. Ce qu'ils ont fait n'est pas bon. Parce que le choix, ça ne doit pas se faire. Et que c'est une humiliation pour l'Afrique. C'est une humiliation pour le Zimbabwe. C'est pas bon. C'est des choses qui ne doivent pas se faire. Vous voyez, c'est pas bon, ça retarde l'Afrique. Il faut donc que le Seigneur te bénisse, ça s'est passé soit depuis le Ghana. Je pense que si j'ai encore le temps, il va revenir. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci à vous, Pasteur Soir. Revenez si vous sentez la nécessité de revenir. Et nous vous attendons en direct pour que nous puissions, n'est-ce pas, mieux commenter ces faits marquants de l'actualité. On va poursuivre avec un autre appelant, toujours au standard. Vous nous retrouvez en direct. Alors, que vous inspire cette réélection de Vladimir Poutine à la tête de la Russie? Nous interrogeons. Nous vous interrogeons également. Jean Sapolo, vous nous retrouvez à l'instant. Bonsoir. Bonsoir Guy Fondop. Bonsoir. Je salue votre invité. Bonsoir. Et merci pour le travail que vous faites. Je salue les techniciens, vraiment nos braves techniciens, qui sont chaque fois plus de pour que nous intervenions sur Afrique Média. C'est vraiment gentil. Et chacun fait son devoir. Vraiment, que Dieu la bénisse. Et ceux qui interviennent, les panélistes, qui prennent le temps pour venir expliquer, pour venir construire l'Afrique sur Afrique Média, vraiment qu'ils sachent que qu'ils sont bénis. Ils sont bénis. Et puis, nous leur souhaitons du courage à tout le monde. Et ceux qui interviennent aussi pour la reconstruction de l'Afrique. Vous voyez, l'élection de Poutine, franchement, c'est une très bonne chose pour les Russes. Et aussi qui pourrait être aussi une très bonne chose et rassurer aussi les Africains, les élites africaines qui pensent à la reconstruction de l'Afrique. Pourquoi je dis cela? Parce que nous devons prendre au profit cette réélection de Poutine. Et nous devons comprendre quelque chose, que nous devons laver les élites doivent laver leurs pensées des gangrènes que les Européens ont semées et ont y semé. Et pour qu'ils voient que non, la démocratie, il faut seulement faire 2 ans, 3, 4 ans et puis partir une fois et renouveler encore, c'est fini. Non, il faut que nous construisions le pays avec de bons dynamismes. Pourquoi il y a ceci? Vous voyez que le gars là, Poutine est revenu encore. Oui, c'est parce que l'enjeu est vraiment de taille. Il faut quelqu'un de très fort. Et ce gars là, nous l'admirons. C'est un gars qui pense, il réfléchit. Et il est courageux. C'est ce que nous demandons à nos élites. Le courage de sortir de la tromperie des Occidentaux. Ils ne vont jamais leur faire cela. Ils ne vont jamais nous construire l'Afrique. Ils mentent depuis longtemps. Regardez ce que nous avons. Aujourd'hui, c'est encore les terroristes pullulent en Afrique pour nous détruire. On nous tue par les médicaments. On nous assassine. On nous viole. L'Occident. Alors, l'enjeu est de taille. Il faudrait que nos présidents qui sont là et ceux qui se préparent pour être présidents sachent qu'ils vont travailler pour leur pays et non pour les intérêts des Occidentaux. Il ne faudrait pas venir au pouvoir pour s'allier à l'Occident. Non, mais pour coopérer avec l'Occident à tête haute. Et pour cela, sortir de leur cachot, là où on les a enfermés dans les francs-maçonneries. Parce que ça, là, ça joue beaucoup sur eux. C'est un appel au courage aux présidents africains actuellement pour coopérer avec Poutine, pour effectivement, et pour être dans la bataille. Parce que l'Afrique, l'éveil de l'Afrique est en marche. Que ces pions, ces occidentaux, se convertissent. Sinon, ils seront rattrapés, qu'ils veulent ou pas. Alors, concernant l'autre là, la décoration des militaires que l'autre l'a fait, ou bien fait, c'est bon, ça c'est commun de sens. Il doit le faire pour les encourager au travail et aussi encourager les autres aussi à mieux faire. Mais c'est pas fini, il doit aller plus loin. Il doit aller plus loin. Il y a des gens qui doivent les servir.
couper avec la France. C'est vrai, nous qui ne sommes pas là, nous ne sommes pas dans le bain avec eux, on ne voit pas bien tout, mais il peut le faire s'il veut. Pas pour lui, mais pour la sous-région. Franchement, il faudrait qu'ils aient une vision plus éloignée. La France est une gangrène dans la tête des présidents africains. Ce pays maudit là, c'est une gangrène. Et nous devons le dire à haute voix, avec conscience. On ne suit personne, c'est une vérité. D'enlever la peur et de prendre des résolutions très, très fortes pour renforcer la coopération sur le plan international, et couper ça avec la France, ou bien les réviser carrément. Ne plus être soumis à la France, et de dire la vérité. Et vous, les journalistes, approchez-vous de nos présidents, de ces présidents-là, pour acquérir des choses que vous pouvez partager sur Afrique Média, pour que le monde qui les voit, qui les écoute, les encourage à ne pas avoir peur des bombes que la France va brandir sur eux pour que l'Afrique soit changée. Pas pour eux, mais pour le futur, pour la génération à venir. Je vous remercie. Merci à vous, Jean Sapolo, depuis les États-Unis. On va d'abord revenir sur le plateau de la Palabre intellectuelle pour davantage commenter donc cette réélection de Vladimir Poutine à la tête de la Russie. Tout à l'heure, vous saluez une réélection qui, de votre point de vue, se présente comme étant stratégique pour ce qui est d'un certain nombre de foyers de tension et des engagements de la Russie. Et on a un téléspectateur, Michel, qui nous a interpellé de la Côte d'Ivoire et qui a pensé, c'était son point de vue, qui a pensé que certains candidats n'ont pas participé à cette élection qui aurait pu battre Vladimir Poutine. Oui, je pense que certains candidats n'ont pas participé, mais il y a eu des candidats, notamment le candidat du Parti communiste qui arrive en deuxième position. Bien entendu, oui. Bon, maintenant, ceci étant dit, je crois que ce n'est pas une bataille de candidats, mais c'est une bataille d'intérêt national. Il faut regarder l'histoire de ce pays qu'est la Russie. Et de son histoire, il faut aujourd'hui prendre la Russie et le positionner, je dirais, sur le plan international. À la fois regarder les problématiques intérieures en termes de politique économique et sociale et des problématiques extérieures en termes de positionnement de la Russie au plan international. Mais revenons très brièvement sur un peu l'histoire. Il ne faut pas oublier que la Russie, que ce soit le peuple russe dans son ensemble, a toujours été un grand peuple. C'est un grand pays qui se trouve entre l'Europe, l'Asie, et c'est un peuple de 146 millions d'habitants, je le rappelle. Je souligne que si l'Occident a gagné la Seconde Guerre mondiale sur la montée du nazisme, c'est-à-dire du fascisme de l'Allemagne, parce que la Russie a été déterminante, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale en 1945, jusqu'en 1989, le monde était divisé en deux et stabilisé sur ces deux piliers. C'est-à-dire, d'un côté, l'Occident, à la tête duquel il y a toujours les États-Unis, et de l'autre côté, l'Union soviétique, l'URSS. Il ne faut pas l'oublier cela. Donc, jusque-là, il y avait une sorte de stabilité. Cette stabilité a permis en sorte qu'un certain nombre de pays africains, par exemple, qui ne voulaient pas faire de la coopération avec les pays occidentaux, ne pouvaient se tourner du côté de l'Union soviétique pour coopérer ensemble. Donc, et cette stabilité a permis d'équilibrer des forces. La stabilité au plan international, militaire et au plan géopolitique. Or, il s'avère qu'en 1989, et là j'en aurai fini avec cette brève histoire, en 1989, eh bien, l'Union soviétique s'est écroulée. Et avec même l'appui d'un certain nombre de forces occidentales, l'Union soviétique s'est écroulée. Le mur de Berlin est tombé. Et dès 1989, jusqu'aux années 2000, 2000-2003, le monde a vécu, je dirais, de manière unipolaire. C'est-à-dire que unipolaire sous la conduite, le dictat et sous l'insolence totale des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont dicté à la fois leurs règles au plan économique, au plan capitaliste, et ils ont dicté également leurs règles au plan militaire, au plan géopolitique, de manière insolente. Je prends un seul exemple. Tout à l'heure, notre interlocuteur disait que même
tous les autres pays ont toujours eu besoin de l'ONU pour pouvoir intervenir. Mais non, l'intervention en Libye, certes, il y a eu une autorisation de l'ONU, mais l'autorisation qui avait été donnée à l'ONU n'avait pas pour but d'aller intervenir directement et abattre la Libye. C'était pour créer une zone tampon, pour sauvegarder, pour mettre en sécurité les hommes et les femmes qui réclamaient la liberté du côté de Benghazi. C'est ça la réalité. Mais ils n'avaient pas, Sarkozy et les Américains n'avaient pas pour mandat d'aller directement assassiner le peuple le Libyen. Et on voit le résultat aujourd'hui, l'instabilité que ça a créé. On voit également dans cette insolence du monde unipolaire dicté par les Américains, on voit l'intervention du fils Bush en Irak, tout en démontrant que l'Irak possédait des armes de destruction massive. Et c'est ça le monde unipolaire. Or, l'arrivée de Poutine permet quoi? L'arrivée de Poutine, premièrement, il faut redonner la grandeur à ce peuple. Il faut redonner la grandeur à ce peuple. Deuxièmement, dans les résolutions qui sont votées aux Nations Unies, eh bien, la Russie est capable de dire non pour telle ou telle résolution. C'est ainsi qu'actuellement, par exemple, les États-Unis qui menacent l'Iran, par exemple, la Russie dit non. Donc, au plan maintenant géopolitique international, nous avons besoin d'une Russie forte. Ça permet quand même, de se retrouver dans le monde qui avant était multipolaire et qui est passé du monde multipolaire au monde unipolaire dicté par les Américains et le retour vers le monde multipolaire. C'est-à-dire quoi? Mais il n'y a pas que la Russie d'ailleurs. Il y a la Russie qui cherche à se positionner. Il y a les États-Unis qui sont toujours là avec le côté des Occidents. Il y a la Chine également, il ne faut pas l'oublier. Et il y a aussi l'Inde, c'est un grand pays émergent. Chacun de ces pôles veut actuellement avoir, je dirais, sa présence au plan international. Et dans ce cadre-là, je dirais que la Russie est importante pour nous tous, pour la stabilité. Non seulement la stabilité dans le reste du monde, mais aussi dans l'Afrique. D'une part. D'autre part, moi je parie que s'il y avait une nouvelle élection demain, eh bien les Russes vont encore voter massivement pour cet homme. Pour des raisons très simples. C'est vrai, au plan économique, il y a des difficultés. Mais il faut comprendre pourquoi il y a des difficultés au plan économique. Il faut faire le bilan. On peut faire le bilan de Poutine depuis 18 ans qu'il est au pouvoir. On peut faire le bilan au plan économique et social, donc à l'intérieur, mais on peut également faire le bilan au plan stratégie militaire, la grandeur de la Russie à l'extérieur, au plan des relations internationales. Et au plan économique et social à l'intérieur, c'est vrai, il y a des difficultés. C'est un pays qui va faire cette année 1,7% de croissance. C'est en dessous de la moyenne européenne qui est de 2,5%. C'est un pays dont le rouble, la monnaie, le rouble, a été divisé par 2. Mais la Russie n'y est pas forcément responsable de ces difficultés économiques. Il ne faut pas oublier que l'essentiel, 50% du commerce extérieur de la Russie, à l'époque, dépendait du pétrole. À partir du moment où, il y a à peu près 10 ans, le baril du pétrole a été divisé par 2 et par 3, eh bien la Russie s'est retrouvée comme beaucoup de pays qui fournissaient du pétrole avec moins de recettes. Donc, c'est le premier point qui a stabilisé la Russie. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que la Russie subit les embargos. Les embargos non seulement des pays européens, mais les embargos également de l'Occident. Donc, ça a fragilisé complètement son économie. Ça, c'est le bilan. Donc, on peut dire que c'est difficile, ce bilan-là. Mais cela dit, je pense que quand on pose la question aux Russes, eux tous sont unanimes pour se dire que, globalement, la situation économique n'est pas si mauvaise que ça, malgré cette crise-là. Et je rappelle qu'il y a quand même un indicateur au plan économique et social qui est très important. Malgré les difficultés, malgré le taux de croissance qui est de 1,7, eh bien, le chômage est en dessous de la barre de 5%. Le chômage en France est autour de 9% de la population active. En Russie, c'est en dessous. Donc, les gens ont du travail. Maintenant, au plan international, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, là, c'est grâce à la Russie quand même qu'on a retrouvé une stabilité du côté de la Syrie. C'est quand même grâce à la Russie maintenant que, du côté de l'Afrique, du côté de Centrafrique, la Russie a obtenu les accords de l'ONU pour pouvoir donner les armes de manière partielle en Centrafrique pour aider l'armée centrafricaine à combattre les terroristes et autres. Donc, il faut considérer qu'au plan international, la Russie avait besoin de se repositionner. Et même nous, en termes de stabilité, en termes de diversification de nos relations au plan international, nous avons besoin certes de la Russie, mais nous avons besoin de la Chine, nous avons besoin de l'Inde. Et j'ajoute, pour terminer là-dessus, c'est que la Russie n'a jamais tenté d'impérialiser un pays en Afrique ou ailleurs. La Russie cherche toujours à avoir des relations de coopération et de partenariat. Donc, dans ce cadre-là, je pense que la présence de la Russie est importante. Dans tous les cas de figure,
il n'y avait pas à l'intérieur de la Russie, je dirais, autre politique alternative. Cette personne, Poutine, n'a fait que représenter, je dirais, le symbole de la personne que les Russes attendaient pour pouvoir retrouver, je dirais, leur grandeur internationale. Je ne suis pas russe, mais je dis tout simplement qu'il faut se mettre à la place des Russes qui avaient besoin de retrouver leur positionnement au plan international, qu'ils ont perdu depuis un certain temps. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, s'il y a de nouvelles élections, c'est évident qu'il sera réélu. Et il faut comprendre que s'il n'y a même pas de force alternative intérieure, il y a le Parti communiste qui existe toujours. Mais ils ont eu combien? À peine 11%. Donc c'est normal. Moi, je crois certainement qu'on peut critiquer bien évidemment le bilan de M. Poutine depuis 18 ans, mais ce bilan-là, globalement, il y a des difficultés au plan intérieur et au plan extérieur, vu du côté de la Russie, c'est un bilan positif parce que ça a permis à ce grand peuple, à ce grand pays de retrouver, je dirais, son positionnement au plan international. Et même pour nous, d'apporter, je dirais, cette stabilité et de retrouver le monde multipolaire qui est facteur de la stabilité dans le monde entier. Et non le monde unipolaire tel que nous l'avons connu entre 1989 et dans les années 2000, où les Américains et leurs alliés occidentaux des pays d'Europe dominaient fâcheusement avec une insolence totale le monde et imposaient bien évidemment leurs positions et leurs dictats au plan politique, au plan militaire et ailleurs. Donc voilà ce que moi j'ai à dire sur ce sujet-là. Merci à vous. Patrick Kouanguin, vous nous retrouvez au standard à l'instant même. Alors tout à l'heure, Michel nous a dit depuis la Côte d'Ivoire que cette élection qui a eu lieu en Russie n'avait pas enregistré de véritables opposants à Vladimir Poutine, alors qu'on va quand même noter qu'il y avait plusieurs candidats donc opposés au président russe. On peut citer Pavel Grudinin qui est arrivé d'ailleurs en seconde position avec 11,84% des voix, suivi de Vladimir Jirinovski, voilà, j'y arrive finalement, arrivé également avec 5,73%. Alors, votre lecture, vous qui avez également suivi cette actualité russe, votre lecture, pensez-vous qu'il n'y avait pas en face de candidats capables de battre le président russe? Mais moi, je pense... Oui, bon. Allô? Oui, Patrick Kouanguin. Alors, je disais voilà, je reformule ma question. Malgré la forte notoriété qui est quand même celle de Vladimir Poutine dans le pays, est-ce que vous pouvez penser, au-delà de cette notoriété, qu'il y avait en Russie quelqu'un de pouvoir le battre dans une élection présidentielle? Oui, bonsoir mon très cher frère Guy Fodop. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média, à tous les techniciens standardistes. Un grand bonsoir à votre panéliste de ce soir, Monsieur Kouan. À votre question, je répondrai que clairement, je fais partie des milliers d'Africains qui ont suivi avec attention et intérêt les élections en Russie tout récemment. Et je dis franchement, en face, il n'y avait rien. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on oublie quelque chose. Vraiment, la lucidité de l'analyse politique et sociologique même d'une société voudrait, sociopolitique surtout, je reste dans le sociopolitique, voudrait qu'on sache qu'il est de bonne guerre pour celui qui est au pouvoir d'utiliser tous les stratagèmes pour y rester, mais pas pour y rester à tout prix et à tous les prix, non. Parce que voyez-vous, Poutine a une vision bien claire, que même n'étant pas russe, nous qui nous intéressons un tout petit peu aux enjeux géopolitiques et géoéconomiques, on constate que clairement, Poutine a une vision pour ce pays, une vision qui est constituée d'étapes, et Poutine, pas à pas, essaie de mettre toutes ces étapes-là en mouvement. Il est arrivé au pouvoir, il a constaté qu'un plan sur lequel la Russie devrait s'appuyer pour commencer à réaffirmer sa gloire d'antan était vraiment entre les mains des criminels. C'est l'énergie. Monsieur Poutine arrive, il a pris tous les secteurs de l'énergie entre les mains, il a stabilisé et il est en train d'avancer. On va dans le domaine, par exemple, des investissements hors de son pays. La Russie possède des investissements partout en Europe. Donc, c'est ça qui fait... Monsieur Poutine est clairement dans une vision de redonner la fierté perdue au peuple russe, de stabiliser ce pays, que ce soit économique, énergétique ou même mental. Parce que vous savez, la stabilité mentale d'un peuple est
hyper important. La fierté, redonner la fierté à la jeunesse russe d'être un pays modèle et fort. C'est ça aussi le plan de Poutine. Et c'est hyper important pour la force d'un pays dans la globalisation dévorante et criminelle que nous avons aujourd'hui. Donc je crois qu'effectivement, en face, il n'y avait personne. Le clan Poutine, du moins son système politique, n'a trouvé vraiment personne face à lui. Et je constate la désolation des médias allemands ici qui auraient aimé que ce soit autre. Mais bon, on connaît, c'est un peu ça, le monde des prédateurs géopolitiques. Mais toutefois, je dirais simplement quelque chose. Il est important sur le cas de la Russie. La Russie, il ne faudrait pas que nous trouvons facilement un glissement avec nos chefs d'État dans la zone franc CFA. Voyez-vous, Poutine, 18 ans au pouvoir. Le bilan ça dit de manière factuelle, le bilan c'est que la Russie reste le premier exportateur de gaz dans le monde, premier exportateur de plusieurs matières premières, du moins les gisements issus du gaz et autres. Donc, on voit clairement que la Russie a un mot à dire dans le domaine effectivement l'économie mondiale. Mais ceux qui dirigent la plupart de nos pays francs CFA, on ne peut pas comparer ça parce que depuis qu'ils sont là, on regarde tous les chantiers, mais les chantiers sont toujours c'est en lambeaux. On ne peut pas dire que depuis telle année, dans tel pays, ce pays est devenu, je ne dis pas resté, mais devenu champion du monde de l'exportation de manioc, ou alors champion du monde d'exportation de la patate transformée sous d'autres formes. Hein? La transformation de la patate pour faire autre produit et exporter. On ne voit pas ça. Donc vraiment, je dis vivement qu'on ait des hommes comme Poutine à la tête des États africains francs CFA qui, malgré leur longévité, satisfassent d'abord le peuple, satisfont le peuple, autant pour moi, satisfont le peuple. Face du peuple, de la jeunesse, vraiment une fierté, inculque la probité morale, inculque la fierté d'être soit ivoirien, soit camerounais à chaque jeune, en mettant autour de soi des personnes vraiment qui ont un niveau moral de gestion des choses de l'État clair. Mais malheureusement, nous sommes à des antipodes de ce monsieur qu'on appelle Poutine, en termes, si on prend de dirigeant en dirigeant, ou alors et même l'entourage. Donc je crois qu'il y a un travail énorme à faire. Je dis, c'est très bien que la Russie ait donné vraiment son vote à M. Poutine, parce que dans le jeu géopolitique actuel, on aura besoin de la Russie pour au moins commencer à faire quelque chose. Les États intelligents, bien sûr, en zone franc CFA, auront besoin de la Russie pour commencer quelque chose, mais sans oublier que la Russie reste un prédateur. C'est un allié juste de circonstances, parce qu'on a besoin de lui pour un moment, et que nous devons tout faire pour effectivement, via l'aide de la Russie, retrouver nos forces et vraiment parler égal à égal sur le plan de l'économie au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, discuter les prix de nos matières premières de manière égale. C'est de ça qu'il s'agit, parce que je mets quiconque au défi. Si la Russie venait aider véritablement les États africains, je vais m'appuyer sur les propos de M. Mbandakani, la Russie aurait été le premier pays à dire au niveau du Conseil de sécurité, mes frères, vraiment arrêtez cette mascarade, dissolvons toute cette affaire-là de droit de veto et repartageons les choses. Et la Russie ne pourra jamais le faire, parce que je suis lucide, mais fera tout comme pays prédateur et pays qui va assurer sa survie, ce qui n'est que de bonne guerre, va s'implanter partout, ses bases militaires en Afrique, aussi longtemps qu'elle pourra, pour effectivement garder sa suprématie et son nom au niveau, dans son couple, surtout avec la Chine, parce qu'elle ne veut surtout pas s'affaiblir. Si la Russie s'amuse, elle se fera inféoder par la Chine. Donc, vraiment, les enjeux sont énormes sur tous ces prédateurs-là, et il faudrait que nous, les États faibles pour l'instant, sachions tirer profit de la présence russe sur le terrain. Merci et bonne continuité à vous. Et merci pour les éclaircissements de votre panéliste. Bon courage, monsieur. Merci à vous. Patrick Kouanguin, depuis l'Allemagne. On va prendre un autre appelant et rappeler, Patrick, qu'on n'est pas dernier en tout. La Côte d'Ivoire est quand même le leader mondial de la production de cacao, avec plus d'1 million de tonnes chaque année. On va prendre cet appelant qui arrive à l'instant. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Oui, mon nom. Oui, j'appelle du Canada. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous écoutons.
Allez-y, oui. Alors, moi, j'aimerais tout simplement dire que l'élection de M. Poutine est tout bénéfice pour l'Afrique. Par contre, quand je vois qu'il y a certains téléspectateurs africains qui parlent encore de la façon dont il a été élu, ça me rend triste. Mais on s'en fout. Ce qui est sûr, c'est que Vladimir Poutine a certaines visions pour l'Afrique et c'est ça qui nous intéresse. Ce qui se passe en Russie, on s'en fout. On s'occupe plus de la France que de la Russie, je préfère. Mais par contre, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. À mon avis, l'Union africaine doit inviter M. Poutine en conférence en Afrique dès maintenant pour s'asseoir et discuter de la défense de l'Afrique avec lui et de l'obtention de l'arme nucléaire avec lui. C'est maintenant qu'il faut le faire, pas demain ou après-demain. Et après ça, tous les pays africains doivent traiter avec la Russie pour tout ce qui est du commerce. La Russie est riche, c'est vrai, ils ont du gaz, ils ont du pétrole, ils ont de l'or, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas, telles que le cobalt, l'uranium et autres métaux qu'on a ici en Afrique. Alors qu'on fasse du commerce avec la Russie, qu'on fasse des traités de commerce de libre, comme avec le Canada, le Mexique et les États-Unis. Ce genre de traités, on doit les faire avec la Russie maintenant. Et oublier carrément ces Français rapaces qui ont détruit l'Afrique et qui continuent toujours d'essayer de détruire l'Afrique par tous les moyens. Alors, s'il vous plaît, messieurs les présidents en Afrique, invitez ces messieurs, comme on dit un proverbe soniqué, quand le bon Dieu chante, il faut danser. Sinon, si tu ne danses pas, tu es foutu. Alors, qu'ils invitent Vladimir Poutine pour venir en conférence et discuter des vrais problèmes. La défense de l'Afrique, l'obtention des armes ultimes pour l'Afrique et les traités de commerce avec la Russie. Voilà, messieurs, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent en ligne. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette intervention. On va prendre M. Yao qui est en France. Monsieur Yao, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le continent de savoir Vladimir Poutine toujours au Kremlin? Et je vous remercie. J'ai la parole. Oui, vous avez la parole. Allez-y, s'il vous plaît. Bonsoir, mon cher frère. Et voilà, je vais dire l'élection de Vladimir Poutine, c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire parce que, mais quand on entend l'Occident, ou alors le frère Michel qui vient de parler de Côte d'Ivoire là, vous savez, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec les Russes. Vous savez, on ne faut pas prendre les peuples russes pour des imbéciles, c'est le peuple le plus cultivé au monde, culturellement et artistiquement. Presque tous les Russes que j'ai rencontrés, tous c'est des gens, c'est un pays où leur système socialiste, tout est basé sur la culture populaire, l'intelligence. Alors quand on entend en Occident, on traite les Russes pour des idiots, que ce sont des bœufs, mais c'était incroyable. C'est exactement ce qu'on implique aux Africains. Alors, moi, pour l'élection de Poutine, c'est vraiment quelque chose, un pied de nez à l'Occident. Un véritable pied de nez à l'Occident, et que nous, les Africains, il va falloir que nous prenions vraiment le courage à deux mains pour utiliser cette force de Vladimir Poutine qui est prêt à nous aider là. Qui est prêt à nous aider tout à l'heure. Il y a notre frère, le pasteur de Ghana qui disait tout à l'heure, ce qui manquait aux nous présidents africains, c'est le courage. C'est vraiment le courage. C'est le courage que Poutine a. C'est ça qu'il nous faut, nous les Africains. Nous avons intérêt à nous défaire de ce complexe de servitude que nous avons toujours. Et je vous dis, comme le disait
Pascal soit tout à l'heure, c'était vrai. Pendant la crise ivoirienne, ça c'est une information que nous avons eue de sources sûres. Tellement Gbagbo en avait marre. Gbagbo en avait marre, la Russie lui a tendu la main à Gbagbo. Et tellement la Côte d'Ivoire, Gbagbo en avait tellement marre, il était même question de rappeler, de renvoyer l'ambassadeur de France à Paris par, comment dirais-je, Mamadou Koulibaly et notre sœur Simone Gbagbo. Il y avait vraiment une confrontation entre Gbagbo et le reste de ses camarades, d'en finir rapidement avec la France. Et moi j'ai vu moi-même au STI, les représentants russes, ils sont venus en Côte d'Ivoire au sujet du pétrole russe. Ils ont fait une conférence de presse que j'ai écoutée moi-même. Ils disaient que nous sommes venus en Côte d'Ivoire, nous allons signer un accord chercher les Ivoiriens, nous allons les former qui viennent exploiter le pétrole eux-mêmes. Que j'ai écouté moi-même sur RTI pendant la crise. Ce qui nous manque, nous les Africains, c'est ce courage. Il nous manque, excusez-moi, entre guillemets, c'est cette vulgarité, il nous faut des couilles. C'est ça qu'il nous faut, de courage, pour que nous puissions vraiment taper de poing sur la table. Il nous faut en finir avec la France. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec Luc Michel, exactement quand il s'agit de Guinée équatoriale. Guinée équatoriale, on aurait pu rompre les relations diplomatiques avec la France. Luc Michel dit non, que oui, il faut garder, qu'on va régler les choses par voie diplomatique. C'est ça que nous ne partageons pas l'avis de Luc Michel, que oui, on doit rompre les relations diplomatiques avec la France, comme l'a fait notre ami de Rwanda l'a fait, et Paul Kagame l'a fait. C'est pour ça que nous ne partageons pas cet avis-là. Si Guinée équatoriale renvoyer l'ambassadeur de France, il nous faut vraiment du courage politique. Courage politique, nous ne voulons pas la politique de des Africains gentils. C'est ça qu'on a eu ce débat-là sur Afrique Média. Nous sommes tous là-bas, rompre les relations diplomatiques. Renvoyer le truc, Luc Michel dit que oui, ce problème, ça va s'arranger par voie diplomatique. Depuis quand on peut rendre la France, on peut avoir de voie diplomatique avec la France? La France nous reconnaît que nous avons aussi un pouvoir diplomatique. Jamais. On ne nous respecte pas. Luc Michel dit que ça va se régler. Depuis que cette affaire a commencé là, deux fois le problème d'avion, on était au tribunal à Paris, on était ceci, cela. C'est là, il nous faut vraiment des gens forts, des présidents forts. On fait appel, on fait la collaboration avec Vladimir Poutine. On va virer la France du continent africain. C'est ça. Il ne faut pas inciter l'intelligence du peuple russe. Je dis à notre frère Michel de ne pas inciter l'intelligence du peuple russe. C'est un peuple ultra cultivé. Ah oui. C'est un peuple ultra cultivé. Ils ne sont pas des idiots. Voilà, c'est pour ça que je vous dis. Et la lutte continue. Et il nous faut vraiment du courage. Rompons les relations diplomatiques avec la France. Vladimir, l'Afrique avec toi. Et nous allons mener le combat ensemble. La porte est ouverte. Nous appelons à nos chefs d'État de prendre le courage à deux mains, de sortir de ce complexe d'infériorité vis-à-vis de cette France de merde. Je vous embrasse très fort. Le monde, c'est nous. Merci à vous, mais pas de gros mots à l'antenne. Vous savez que c'est la règle dans l'émission, mais pas de gros mots à l'antenne. Bon, on va poursuivre à présent avec un autre appelant. On va prendre M. Condé qui est aux Pays-Bas. Bonsoir, M. Condé. Bonsoir Guy, bonsoir à tous les et surtout, pas de gros mots à l'antenne. Nous n'accepterons plus, oui. D'accord, mon frère Guy. Je ne suis pas là aujourd'hui pour insulter. Ben, j'ai une question pour M. Jean Gouem, qui est un stratège. Comme le chemin ou le plan géopolitique est clair, une alliance entre l'Afrique et la Russie est une relation gagnant-gagnant dans ces conditions. Mais que pouvons-nous espérer pendant que nous avons des chefs d'État qui ne sont pas patriotes? Et nous savons d'avance qu'ils n'iront pas dans le sens, et que même nous qui ne sommes pas des géopoliticiens, nous comprenons que ça crée
une relation entre l'Afrique et la Russie dans ces situations, ça crée un pôle d'équilibre dans un monde fou. Mais c'est notre droit d'aller dans ce sens-là. Nous sommes très fiers aujourd'hui, on est joyeux, d'accord, mais que pouvons-nous espérer pendant que nous savons que les gens qui ont la volonté politique, ceux qui ont la décision politique, ne le feront pas? Que devons-nous faire à partir de maintenant là pour que les choses aillent dans le sens que nous voudrons? Merci. Voilà. Merci à vous pour cette intervention et le Standard toujours. Nous sommes pratiquement en dernière partie de ce programme, cette autre édition de la Palabre intellectuelle. Et la question vous a été posée, Monsieur Ngouem. Vous allez répondre avant que nous puissions introduire le second fait marquant de l'actualité en parlant de cette décoration des éléments des forces, des officiers de l'armée équato-guinéenne qui ont valablement défendu leur pays lors des récentes attaques. Oui, non, mais de toute façon, dans tous les cas de figure, je pense que quand les citoyens présentent des états de service à la hauteur des missions qui leur ont été confiées, il est normal qu'il y ait une reconnaissance de la nation. Donc ces décorations ne sont pas gratuites, c'est une reconnaissance tout simplement de la nation, parce que ces citoyens qui sont aujourd'hui décorés, mais il faut savoir aussi que derrière ces décorations, il y a une personne peut-être dont on porte une décoration, mais derrière, il y a des milliers de soldats, etc. Donc c'est tout ce monde-là qu'il faut voir que la nation apporte sa reconnaissance en termes concrets de décoration. Donc, mais pourquoi? Parce que, eh bien, ces citoyens se sont opposés à la déstabilisation de la Guinée équatoriale, déstabilisation qu'on a failli vivre ici par la tentative de coup d'État qui allait jusqu'à éliminer le président de la Guinée équatoriale. Mais avant de développer cette partie, je voudrais répondre un petit peu aux téléspectateurs sur un peu le rôle un peu de l'Afrique par rapport à l'arrivée, je dirais, par rapport au positionnement de l'Union soviétique, de la Russie. Ce que nous devons savoir, c'est que du point de vue de la Russie, mais je pense que du point de vue de la Russie, son bilan est défendable. Le bilan de Poutine est défendable au plan national, en termes économiques et sociaux, et au plan international, pour redonner de la fierté aux Russes. Mais que les Russes viennent chez nous, il n'y a aucun problème. Pour nous-mêmes, au plan international, nous avons besoin de cette diversité des pôles qui viennent chez nous et avec lesquels, effectivement, nous devons coopérer et signer des accords de partenariat. Mais ce que je dis, tout simplement, c'est que nous ne pouvons pas du tout jouer ou faire du partenariat avec ces pôles si nous-mêmes, nous ne sommes pas un pôle fort. D'où la question, quel est le rôle de l'Afrique aujourd'hui? Parce que la Russie, c'est un grand pays, c'est un grand pôle. L'Occident, à la tête duquel se trouvent les États-Unis, c'est un grand pôle. Vous avez la Chine, c'est un grand pôle. L'Inde bientôt. Et quel est donc le rôle de l'Afrique qui n'est pas encore constitué en pôle? C'est pour cela que nous sommes toujours faibles. Et pour répondre à votre question, tant que nous n'avons pas encore la conscience de procéder à l'intégration progressive de nos pays. C'est quoi l'intégration progressive? C'est-à-dire faire en sorte que nous ayons des politiques communes, ne serait-ce qu'au plan régional. Régional au plan centrafricain, par exemple, l'Afrique de Centrafrique, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, avoir des politiques de coopération régionale, des politiques militaires régionales, des politiques de défense régionale, des politiques, je dirais, étrangères, régionales, face aux pôles qui arrivent, eh bien, nous n'arriverons pas. La Russie viendra aussi, eh bien, se comportera tout simplement comme aussi se sont comportés les autres. Parce que chaque peuple a besoin, effectivement, d'aller impérialiser l'autre peuple. Donc, c'est à nous de nous constituer également en pôle. C'est pour cela que j'en appelle, et sur ce plateau, j'ai déjà eu l'occasion d'en appeler aux chefs d'État qui sont aguerris, qui ont une très grande expérience, bien évidemment, de faire en sorte que, ne serait-ce qu'en Afrique centrale, nous puissions être également, constituer également un pôle d'intégration à la fois économique, social, économique, militaire, de défense, de politique étrangère aussi. Maintenant, pour en revenir à la Guinée équatoriale, il est normal qu'on décore les vaillants, ces hommes et ces femmes qui ont des états de service, qui ont résisté, je dirais, à la tentative de coup d'État, qui ont résisté à ces terroristes qui ont voulu déstabiliser le pays. Il est normal que le pays puisse avoir un minimum de reconnaissance. Et celui qui va assurer cette reconnaissance-là, c'est le chef de l'État, qui est à la tête de la nation, qui porte tous les espoirs de la nation, qui doit dire haut et fort que je reconnais, bien sûr,
les efforts, les bravoures, la résistance de ce peuple. Et je crois que d'ailleurs, le président lui-même a déjà eu l'occasion de remercier tout le peuple de Guinée équatoriale de l'avoir soutenu dans cette épreuve-là, qui n'était pas du tout facile. Donc, pour moi, je pense que c'est normal. Et s'il en a encore d'autres, eh bien, il faut tout simplement maintenant qu'il y ait la suite qui soit donnée à cette histoire-là. C'est-à-dire que la justice de la Guinée équatoriale se saisisse. Peut-être qu'ils n'ont pas encore fini de faire mener les investigations nécessaires, mais il faut que, tôt ou tard, que tout le monde entier, les Africains, aient connaissance de tous les éléments, bien sûr, qui ont poussé cette bande de terroristes à vouloir déstabiliser un pays de l'Afrique centrale et que la justice se saisisse et qu'il soit sanctionné tout simplement. Merci à vous. Et je vous propose à présent de retourner à la rédaction de la télévision panafricaine, retrouver Luciano Ondondon qui a suivi pour nous eh bien, cette cérémonie de décoration. D'ailleurs, voici son compte rendu. C'est ici, au camp militaire de la Marine nationale, situé dans la cité panafricaine Sipopo, à Malabo, que la cérémonie de décoration des vaillants soldats de tout corps d'armée équato-guinéenne qui ont participé aux attaques mercenariales au mois de décembre dernier, lorsque le chef de l'État équato-guinéen, accompagné d'une forte délégation gouvernementale, se trouvait dans la région continentale du pays. Ils étaient plus de 80 mercenaires à vouloir déstabiliser la Guinée équatoriale, y compris les mêmes Équateurs eux-mêmes. La dite cérémonie a été présidée par le président de la République, chef de l'État et du gouvernement, son Excellence Obianguen Banza, en tant que chef suprême des armées. Ils étaient plus de 80 militaires, partant des généraux, colonels, lieutenants-colonels, commandants, officiers, sous-officiers et des soldats de première classe. La cérémonie en elle-même démarra par l'arrivée des hautes autorités, suivie de celle du président de la République. Accueil des honneurs militaires. Encargado del sector político, democracia y ministro del Interior y Corporaciones. Voilà, c'était donc là la cérémonie de décoration de ces officiers de l'armée équato-guinéenne, je vous le disais tout à l'heure, qui se sont énormément battus pour la préservation de l'intégrité du territoire équato-guinéen face à cette horde de mercenaires qui tentait d'envahir le pays. Avant que vous ne puissiez commenter, retournons au standard avec Priska qui nous retrouve du Canada. Bonsoir Priska, bienvenue à l'antenne. Bonsoir. Priska, est-ce que vous nous recevez? Priska, est-ce que vous nous recevez? Parce que nous avons votre signalement. Nous voyons que vous êtes connecté. Malheureusement, on va peut-être revenir plus tard. Le temps également de commenter encore cette cérémonie de décoration. Rappelez que les faits se sont produits fin décembre, début janvier, quand ces mercenaires ont été interpellés à la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, alors que ceux-ci tentaient de rejoindre le territoire équato-guinéen pour un exercice tout à fait macabre qui était programmé, à savoir l'élimination du président Teodoro Obiang Mbasogo qui se trouvait à Mongomo, non loin de cette frontière. Oui. Oui, c'est vrai que les forces armées à la fois
faut aussi le dire, qu'il y a eu une forte implication des forces armées camerounaises à la frontière pour pouvoir démasquer, je dirais, ces terroristes. Et de l'autre côté aussi, étaient bien évidemment présents les forces armées de la Guinée équatoriale. Donc, c'est normal, la cérémonie que nous voyons ici, il était tout à fait normal qu'arrivé à un moment donné, la stabilité étant là, la confiance étant revenue, et que maintenant on connaît un certain nombre d'éléments qui ont conduit cette orgue de mercenaires à vouloir déstabiliser l'Afrique, parce que déstabiliser la Guinée équatoriale, ben, c'est déstabiliser l'Afrique centrale. Il ne faut pas l'oublier, c'est ça. Et donc, c'est normal qu'à un moment donné, qu'il y ait une étape où on va féliciter ces généraux, ces officiers, ces sous-officiers, ces soldats, parce qu'ils ont fait acte de bravoure et c'est à leur compte, ou c'est à leur crédit, ces états de service, d'avoir effectivement disqualifier tous ces terroristes. Maintenant, ce que je veux dire tout simplement, c'est que je pense que ça ne suffit pas. Il faudrait que très rapidement, que nous ayons les éléments et que la justice passe. Et il faudrait que plus tard aussi, que nous puissions travailler sur, je dirais, le devenir de l'Afrique. Et je reviens, l'Afrique centrale. Quel est le devenir de l'Afrique centrale aujourd'hui? Si nous voulons éviter, bien évidemment, ces phénomènes de déstabilisation qui se multiplient, regardez, en quelques mois, en un an et demi, regardez, on peut compter le Gabon, on peut compter la Guinée équatoriale, le Cameroun avec, dans les régions nord-ouest et sud-ouest, et puis c'est pour finir, le Tchad qui a failli être déstabilisé parce qu'ils ont voulu impliquer de manière, je dirais, honteuse le président tchadien. Donc, regardez cette tentative de déstabilisation. Si nous n'agissons pas en une seule voie, si l'Afrique centrale ne chasse pas de manière en ordre de bataille, eh bien, on ne peut pas y arriver. Il y aura toujours cette tentative. Donc, on a tout intérêt, je dirais, à parler d'une même voie, avoir une même économie, avoir une même monnaie, avoir une même ligne de défense commune, avoir une même politique de l'éducation et de recherche et de développement, avoir la même, et mettre tout ça dans un pot commun pour développer ensemble. Donc je pense que c'est la solution qui nous reste aujourd'hui. Et là, tous nos présidents, tous nos dirigeants le savent très bien. Donc il est grand temps qu'ils commencent parce qu'on va comme ça, petit à petit, aujourd'hui déstabiliser l'Afrique, la Guinée équatoriale. Nous, on ne dira rien parce qu'on pense qu'on n'est pas concerné. Si, quand à chaque fois qu'un État de l'Afrique centrale ou de l'Afrique même tout entière est touché, atteint, eh bien, c'est toute l'Afrique qui doit être concernée et apporter des solutions, bien évidemment, adéquates à cela. Donc, moi, je me félicite de cette cérémonie-là qui consiste tout simplement à dire merci à ces vaillants soldats, à dire merci, parce que là, vous avez très bien vu, on va, il y a des généraux, il y a des officiers, il y a des lieutenants, des colonels, etc., jusqu'aux soldats. Tous ces gens-là, eh bien, le président est venu tout simplement pour dire quoi? Merci pour votre acte de bravoure, merci pour votre vaillance, d'avoir sauvé la nation, d'avoir sauvé le peuple, parce que ce n'est pas la tête du président qui était en jeu, c'est la nation qui a failli être déstabilisée, mise à terre par ces voyous qui sont venus je ne sais pas d'où, et commandité de très loin, parce que maintenant les Occidentaux, ils passent par nos frères et sœurs pour pouvoir maintenant déstabiliser nos régions. Donc, je crois que la solution ultime pour nous, c'est l'union de l'Afrique centrale. Je le dis et je le répéterai. Et à qui veuille bien m'entendre, nous ne pouvons pas avoir d'autre solution que de passer par l'union de l'Afrique centrale. Et il n'est pas question, on ne va pas exiger aux Africains de l'Afrique centrale tout de suite de faire cette fédération ou de faire cette union de force. Non, on peut passer par des projets communs, les projets militaires, les projets de politique étrangère commune, le projet de politique agricole commune pour défendre les intérêts des agriculteurs, par exemple, et le pouvoir d'achat des agriculteurs. On peut passer par les politiques de l'éducation commune, les politiques de recherche et développement commune, petit à petit, comme l'Europe l'a fait avec Airbus, avec Ariane, petit à petit. Nous devons faire comme ça. Et c'est comme ça que nous allons aboutir au final, à un marché commun et qui va tout simplement être référencé par une monnaie commune. En étant référencé par une monnaie commune, eh bien le franc CFA tombera dans les oubliettes. Merci à vous. On va rapidement retourner plutôt au standard avec M. Abou qui nous retrouve en direct depuis le Royaume-Uni. Bonsoir, bienvenue à l'antenne. Alors la réélection de Vladimir Poutine, quelle est votre réaction? Bonsoir, M. Guy Pondrop, journaliste d'appel sur le continent. Je salue combien de fois brillantissime votre invité qui demande que ce soit M. Gouem une fois de plus. En tout cas, je lui tire mon chapeau parce qu'il est dans le vrai, le pragmatisme, le vrai panafricanisme contemporain que nous recherchons en toutes choses.
Et c'est ça le vrai combat. L'éducation, à travers son école qu'il a créée, qui va permettre aux jeunes gens de faire la recherche technologique et tout. Donc je ferme cette parenthèse pour revenir à la question de la réélection du président Vladimir Poutine. L'homme spirituel que si vous devez commencer par dire 3 fois Alléluia, 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 Alléluia encore. Parce que pour nous, cette victoire africaine que je suis, panafricaniste, et surtout formatée par Afrique Média, pour nous c'est la victoire de la vérité sur le mensonge. Donc nous ça nous parle, ça parle à tous les Africains pour dire qu'un peuple déterminé, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucun obstacle ou montagne, aussi grande que cette montagne est, qui puisse stopper un peuple vraiment déterminé. Vous avez vu le dernier complot qu'ils ont monté contre le peuple russe, en pensant qu'il allait jouer sur son élection et tout. Mais le peuple s'est mobilisé pour dire que nous ne partons pas voter une personne, nous partons voter l'intérêt de la Russie. Et c'est ce qui parle aux Africains. Nous devons rechercher notre intérêt partout. Nous ne devons pas écouter les langues de vipères qui disent que celui-là il est vieux, il ne fait pas votre affaire, celui-là il a vieux. Non. Est-ce qu'il travaille, il concourt à notre intérêt? Est-ce qu'il se bat pour notre intérêt? Et nous faisons la comptabilité de son travail qu'il a fait. C'est pourquoi quand son temps, le président, son excellence Laurent Gbagbo, nous disait qu'un homme, on le juge par ses traces, donc par ses actions. Un homme marche, il laisse des traces, et c'est ces traces-là qui définissent si l'homme il est bon ou il n'est pas bon. Vladimir Poutine, à la tête de la Russie, qu'est-ce qu'il a fait pour la Russie? Il a redonné le blason de la Russie. Il a fait que la Russie actuellement ait une voix, et la Russie est un partenaire crédible. Et la Russie, nous, les Africains, nous regardons la Russie est qu'un modèle. Un modèle de dire quoi? Que David peut se battre contre Goliath. Un modèle de dire quoi? Que quand un peuple est uni derrière son leader, ils peuvent aller loin. Quand un peuple est uni derrière son leader, ils peuvent gagner toutes les batailles. Un peuple qui dit quoi? Un peuple qui est fier. C'est tout ce que nous, l'Afrique, nous recherchons, que nous voyons en ce peuple russe. Vous comprenez? Un peuple qui ne veut pas se pervertir comme l'autre côté de l'Europe. Vous comprenez? Un peuple qui est resté dans leur logique de dire que la vie, elle vaut quelque chose. C'est pas la vie, on ne voit pas que le capitalisme, l'intérêt, mais l'être humain aussi, c'est important. Donc, il y a la moralité. Donc, nous, c'est la victoire de la vérité sur le mensonge. C'est-à-dire de la perversité, la victoire de l'intégrité sur la perversité. Vous comprenez un peu? Donc, on ne peut que se réjouir. Nous sommes dans l'allégresse et nous disons que c'est un modèle à copier. Nous disons que l'Afrique doit prendre ça et copier son modèle même sans l'âge d'un nombre. C'est-à-dire copier-coller. Nous devons dire que quand un président fait l'intérêt du peuple, c'est lui que nous votons, vaille que vaille. Quand ça plaît aux soi-disant occidentaux, communauté internationale autoproclamée, quand ça leur plaît ou bien dit que non, on a entendu dire des Africains qui sont dans un pays qu'on appelle le Dozoland, qui est mon pays, la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui c'est le Dozoland, nous faire des ramassis de moralité, comme quoi l'élection, il n'y avait personne en face. Mais quand on veut enlever la poutre dans l'œil de l'autre, mais quand on commence à enlever la paille dans son œil d'abord. Mais écoutez, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé avec le champion de celui qu'on a entendu dire des choses sur Vladimir Poutine? Il a fait une élection où il a changé la constitution sans interroger les Ivoiriens. Il a imposé quelque chose qu'on n'a jamais vu au XXIe siècle. C'est-à-dire que, avant, on dit dans la démocratie, il faut un bulletin unique. Mais là, lui, il est allé à l'ancienne. Même en Russie, on ne fait plus ça. Vous faites des bulletins à couleur, à plusieurs bulletins, et quand vous venez, vous lui donnez la couleur qu'il aime, et il n'aime pas, vous avez l'argent en retour, et la couleur que lui, il aime, vous mettez ça dans le truc, vous avez l'argent. Vous comprenez? Donc, il a fait quelque chose qui est plus rétrograde que jamais. C'est-à-dire que c'est son champion qui défend, c'est un dictateur. Donc, il commence à parler de son champion que de parler. Poutine, on a vu, les élections étaient claires,
tout le monde a vu, il y avait des observateurs de tous les pays. Il a gagné parce que c'est son programme qui a gagné. Ce n'est pas une personne qui a gagné. C'est un programme qui a gagné et ce sont ses résultats, son bilan. Il a défendu le peuple sur l'intérêt de la Russie sur tous les plans. Aujourd'hui, la Russie est respectée dans le monde. C'est pourquoi que le peuple est derrière lui. Et c'est ce que nous devons copier. Et c'est pourquoi que nous supportons toujours notre président Déby. Et nous disons au bien vivant de suivre la Russie et de suivre Déby. Il va être un champion total. Il est déjà un champion, mais on veut qu'il soit plus. La patrie ou la mort nous vaincront. Bonne continuation. Et merci surtout de m'avoir accordé la parole. Et plein de choses à croire à votre invité de Marc Gouin. Et bonne continuation. Au revoir et bye bye pour nous. Merci à vous, Monsieur Abou, depuis le Royaume-Uni. Rappelez que vous avez donc longuement complimenté Jean Gouem, qui est analyste géostratégique et qui est sur le plateau. Vous êtes également enseignant, fondateur de l'ESIAG, l'école supérieure d'ingénieurs et de management d'Afrique centrale. Merci d'être notre invité. On va poursuivre toujours avec le standard. Vous nous retrouvez, les différents numéros de téléphone s'affichent au bas de votre écran, alors que peut-être rappeler les principaux faits marquants de l'actualité ce jour sur le continent africain. Il s'agit bien sûr de la réélection de Vladimir Poutine à la tête de la Russie avec un score bien sûr retentissant, 76,67% de suffrages valablement exprimés pour le président russe. Mais alors, à des années-lumière de son poursuivant, on vous rappelle également que nous commentons ce soir cette remise, cette décoration de ces officiers de l'armée équato-guinéenne qui se sont valablement battus pour leur pays lors de la tentative d'évasion qui a eu lieu fin décembre, début janvier dans le pays. On prend rapidement cet appelant. Bonsoir à vous. Merci de nous retrouver. Bonsoir. Malheureusement, quelques difficultés avec cet appelant. Alors, je me retourne vers vous, Monsieur Ngouem, pour dire que la réélection de Vladimir Poutine fait plaisir à un certain nombre de pays africains. Ici, on pourrait citer la République centrafricaine avec cet engagement pour la stabilisation du pays. On pourrait citer également le Soudan, citer aussi le Nigeria et l'Égypte pour ce qui est du nucléaire civil. Ces différents pays-là, à savoir, je veux dire, les 3 derniers pays sont en pourparlers pour l'obtention, pour la mise en place du nucléaire civil, notamment pour résoudre des problèmes d'électricité. Oui, mais vous avez raison. Ne serait-ce que ces 3 pays, République centrafricaine, vous avez également l'Égypte qui est un grand pays, vous avez le Soudan aussi, mais cherchent effectivement par tous les moyens maintenant à rééquilibrer leur accord au plan technologique, au plan commercial. Et c'est normal que la Russie soit présente là pour faire des offres, à la fois des offres technologiques importantes, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un grand pays qui a une très grande technologie. Ce n'est pas parce qu'ils sont en difficulté économique, mais c'est un très grand pays de ce côté-là. Donc c'est normal. J'ai dit tout simplement que bravo à l'élection de M. Poutine. Du point de vue de l'intérieur, c'était une très bonne chose, la reconduction de cet homme à la tête de son pays, parce que son pays avait besoin de redorer le blason de l'Afrique, de la Russie au plan international. Ce pays avait besoin de retrouver, je dirais, son positionnement. Ce pays avait besoin aussi de jouer le rôle d'équilibre au plan international, parce qu'on ne pouvait pas, comme ça s'est passé dans les années 89 jusqu'aux années 2000, laisser le monde entier entre les mains, je dirais, d'un pôle qui était sous la conduite des États-Unis, avec leur force, avec leur insolence et leur arrogance au plan militaire et économique. Et nous connaissons d'ailleurs leur arrogance au plan économique, nous connaissons les conséquences. La crise économique de 2008, ça vient des États-Unis, il ne faut pas l'oublier. C'est la crise des subprimes qui vient des États-Unis, c'est eux. Et ça a entraîné effectivement des banques dans le monde entier qui se sont écroulées jusqu'en Russie. Donc, le monde avait besoin de retrouver, bien évidemment, un équilibre qui passe par des positionnements multipolaires. C'est-à-dire, il y a la Chine, il y a les États-Unis avec les pays occidentaux de l'Europe, vous avez la Chine, vous avez maintenant l'Inde qui arrive, vous avez également l'Afrique. Et c'est là où je reviens toujours au problème de l'Afrique. Tant que nous ne pouvons pas nous constituer en pôle, eh bien, nous serons toujours faibles par rapport à la Russie, par rapport aux États-Unis, par rapport aux autres. J'ai dit que la solution de l'Afrique n'est pas russe, ou russifine, ou russienne. Non, la solution d'Afrique est dans les Africains. La solution de l'Afrique, elle est d'abord africaine. Nous devons avoir un positionnement en termes de politique étrangère, même aux Nations Unies, bien évidemment,
en accord avec les autres puissances, les pôles puissants du monde entier. Donc nous avons intérêt, bien sûr qu'il faut recevoir la Russie, bien sûr que ça nous apporte une certaine diversité dans nos relations, bien sûr que ça apporte une certaine stabilité, mais je dis que la solution africaine n'est pas russe. La solution africaine, elle est d'abord africaine, entre les mains des Africains, entre les mains des leaders et des chefs d'État africains en l'état actuel. Et pour les années à venir, nous devons avoir la vision. Parce que monsieur Poutine que vous voyez, un des téléspectateurs disait quoi? Il a de la vision. Oui, cet homme a de la vision. Est-ce que vous pouvez imaginer dans quel état se trouvait la Russie après l'écroulement de l'Union soviétique en 1989? Il y a eu une parenthèse avec le président Eltsine, dont on n'en parle même plus. Et cette parenthèse a permis de neutraliser complètement la Russie, qui n'existait plus, a humilié ce peuple. Mais quand M. Poutine est arrivé en 1999, eh bien, il a remis de l'ordre. Il a insufflé une nouvelle vision, il a donné une direction pour ce peuple, et à la fois au plan national et au plan international. Nous avons besoin d'avoir des chefs d'État, des dirigeants qui, bien sûr, se comportent comme ça. Chaque peuple a besoin d'avoir des leaders forts. Donc, j'ai dit que oui à la réélection de cet homme, qui va aller jusqu'en 2024, même plus tard, c'est le problème des Russes. Mais nous avons nos problèmes, doivent être d'abord les problèmes qui sont assis sur des solutions des Africains. Alors, merci à vous. Une fois de plus, on retourne donc au standard de la télévision panafricaine avec M. Dosso qui nous retrouve du Royaume-Uni. Bonsoir à vous. Merci de nous retrouver en direct. Alors, il fallait que la Russie reparte à la conquête dans la géopolitique internationale pour qu'il y ait une garantie de ce monde multipolaire. Est-ce que vous partagez cette analyse que vient de faire M. Ngouem? Tout à fait. Bonjour, cher frère Guy, et bonjour à votre invité, M. Ngouem. Bonjour. Je suis très satisfait que de temps en temps, on fasse appel à des gens comme ça qui ont fait leur preuve. Le monde n'est pas parfait, l'homme aussi n'est pas parfait. Il a entrepris quelque chose et on lui demande de continuer tout en continuant à assaisonner cette sauce-là de la sauce africaine. Concernant M. Poutine, je vais vous dire que franchement, on est encore dans le discours en Afrique. On est vraiment encore dans le discours. Et Poutine, ce n'est pas l'homme des discours. Et c'est cela qui va le décourager. Parce que, imaginez-vous dans quelles circonstances M. Poutine est arrivé. Beaucoup l'oublient souvent. Parce que Poutine, je vais le comparer, vous allez dire que la comparaison est exagérée, mais je vais le comparer à Kabila aujourd'hui, en RDC. Pourquoi je fais cette comparaison? Parce que quand Poutine est arrivé, c'est Yeltsin qui était là. Oui. Et Yeltsin n'a pas été un cadeau pour la Russie. Yeltsin a fait une mauvaise politique. Mais il avait M. Poutine comme chef du KGB. Et quand il a vu que, bon, il a été très honnête, ça, il faut remercier Boris Yeltsin pour ça. Il a vu que vraiment, il ne pouvait pas assurer le boulot, quoi. Et il a fait appel à Poutine. Il a dit à Poutine, tu viens, tu t'assois ici. Mais il y a eu un deal, tout le monde connaît ce deal-là, parce qu'il y avait tellement de corruption sous Yeltsin. Lui-même et sa fille étaient dans la corruption, et ce n'est pas des petites sommes. Et donc, il a demandé à Poutine, bon, est-ce que tu peux me couvrir? S'il n'y a pas de poursuite contre moi, voilà, je te mets là. Et Poutine a dit, bon voilà, ok. Il s'est assis là. Mais encore une fois, je reviens à Kabila, parce que Poutine a compris tout ce qu'il y avait en Russie. Il a compris qu'il y avait la corruption et qu'il fallait lutter contre ça. Et lui, en tant que chef de KGB, quel pouvoir il avait d'accéder au pouvoir? Et ça, c'est une manne qui lui est tombée du ciel. Il a dit, bon voilà, il s'est fait conseiller par les gens, ils ont dit, vas-y, prends ça. Et une fois là-bas, tu fais ce que tu as l'intention de faire, mais ne parle pas trop. Et une fois assis là, il a pris un décret pour absoudre toutes les erreurs de gestion de Yeltsin. C'est pour ça que M. Yeltsin est parti tranquillement. Mais quand M. Poutine arrive, M. Gorbatchev, il avait la main sur le cœur.
Il s'est fait avoir par les Occidentaux. Les Occidentaux lui ont dit, bon voilà, ce sont eux qui l'ont aidé à arriver au pouvoir. On va te donner des millions. Qu'est-ce qu'il a eu? Il n'a eu que ses yeux pour pleurer. Et donc, voilà quelqu'un. Et donc, Poutine a observé tout ça. Il est arrivé. Et voilà quelqu'un, il a du courage. Il faut le dire. Et puis, il est honnête. Prions seulement pour lui. Parce qu'il y a une menace de mort contre M. Poutine. Et cette menace-là vient d'Israël. Ils l'ont dit publiquement. Ils ont dit, on va te tuer. On va le tuer. Espérons que Dieu va le protéger. Mais encore une fois, je dis aux Africains que 6 ans, c'est très peu. Il faut faire vite. On a eu une première chance. Quand le rideau de fer, le mur de Berlin est tombé, les Européens se sont désintéressés de l'Afrique. Et c'est là où les Africains devraient prendre leurs responsabilités, dire, bon voilà, il n'y a plus personne, il faut qu'on se prenne en charge. Ils ne l'ont pas fait. Ça, c'est une deuxième chance. C'est une deuxième chance, et si on la rate, parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on parle de Poutine? Parce qu'il y a une malédiction qui plane sur l'Afrique. Tant que cette malédiction-là, tant qu'on n'a pas fait le sacrifice qui s'impose, j'ai peur pour nous, quoi. On va aller encore très loin, ça ne va rien régler. C'est-à-dire qu'on a tourné le dos à nos origines. Tous ceux qui s'expriment aujourd'hui, ils s'expriment en tant que musulmans, en tant que chrétiens. Les Africains ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas musulmans. Et ce qu'on appelle religion aujourd'hui, le terme religion ne me plaît pas. Parce que ce n'est pas le bon mot, ce n'est pas approprié. C'est quoi une religion? C'est la codification des traditions. C'est ça la religion. C'est très facile à définir. Et comment est-ce qu'on peut se sentir musulman? C'est-à-dire pratiquer la tradition des Arabes. Où est-ce que vous allez? Vous vous sentez chrétien, c'est-à-dire que vous pratiquez la tradition des Européens. Où est-ce que vous allez? On est dans une impasse. Quand je vois le président guinéen, par exemple, à la Kaaba, habillé avec un morceau d'étoffe, je pleure. Parce que ça ne nous ressemble pas. Et donc aujourd'hui, d'abord, aujourd'hui, tous les chefs d'État, quand ils sont chrétiens, ils sont musulmans, ils sont rosicruciens, ils sont francs-maçons, et une fois que tu rentres dans ces choses, tu ne peux plus en sortir. Voilà les débits comme ça. Déby est coincé. Déby est coincé parce qu'ils ont signé le pacte avec des diables. Quand Obiangema s'exprime, c'est l'Église. Mais où est-ce qu'on va avec ça? On ne va jamais s'en sortir avec ça. On ne s'en sortira jamais. Et Poutine ne vient pas pour s'amuser. Lui, c'est un bosseur. Quand il va voir des gens comme ça qui aiment discourir, je ne pense pas que... Mais voilà quelqu'un quand même, depuis qu'il est arrivé, il a des acquis sur son tableau. Il a marqué beaucoup de points. Savez-vous que la Russie aujourd'hui est le premier exportateur de céréales au monde? C'était pas comme ça, mais l'embargo a permis à la Russie aujourd'hui... Voilà, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de La Palabre Intellectuelle. Il ne me reste plus qu'à remercier notre invité, M. Ngouem. Merci d'avoir été encore présent aujourd'hui pour commenter l'actualité avec nous sur le plateau. Merci beaucoup et puis bonsoir à tous celles qui nous ont écoutés. Et puis j'en appelle encore, n'hésitez pas, il faut toujours appeler, soutenir notre télévision, soutenir tous les panafricanistes parce que nous avons besoin pour pouvoir s'opposer à cette vague d'impérialisme qui vient de l'Occident. Merci à tous et bonne soirée. Merci à vous. Merci également à tous les téléspectateurs de la télévision panafricaine qui nous ont retrouvés sur le plateau. On se retrouve très très vite pour une nouvelle édition. Merci. Merci beaucoup mon grand. L'Afrique média veut libérer l'Afrique. C'est-à-dire que vous savez, vous êtes une décision internationale, il faudrait qu'à l'international qu'on s'abstienne de la position du gouvernement. La récréation est terminée.